Desmond Mercer fixait la feuille de papier entre ses mains, l'entête de l'entreprise se moquant de lui avec son bord doré en relief. Après 12 ans de semaines de 60 heures, d'innombrables fêtes manquées et la transformation de Phoenix Construction d'un entrepreneur local en une puissance régionale. Son évaluation trimestrielle de performance était rien moins qu'élogieuse. L'ironie ne lui échappait pas. Sa plus belle réussite professionnelle était arrivée quelques heures seulement avant que sa vie n'implose. Desmond avait grandi en foyer d'accueil, passant d'une maison à l'autre jusqu'à ce qu'il sorte du système, avec rien d'autre que de la détermination et une intelligence brute. Il s'était frayé un chemin à travers l'université, avait obtenu son diplôme d'ingénieur et avait attiré l'attention de Reginald Holloway, le propriétaire d'une entreprise de construction alors en difficulté. Ce qui avait commencé comme un poste de débutant avait conduit à une ascension fulgurante, et finalement à son mariage avec la fille de Reginald, Victoria. Le mariage semblait parfait sur le papier, l'homme autodidacte et l'héritière. Mais sous le vernis des publications sur les réseaux sociaux et des apparitions à des galas de charité, leur relation se détériorait depuis des années. Victoria était devenue de plus en plus froide, distante et critique de tout, des manières de table de Desmond à son dévouement au travail. Ce matin-là, Desmond avait remarqué quelque chose d'inhabituel, le parfum de Victoria persistant dans le bureau privé de son beau-père et avant les heures d'ouverture. Ce n'était pas la première fois qu'il avait senti cette odeur à des endroits étranges dans le siège de l'entreprise. Mais aujourd'hui, elle se mêlait à une autre eau de Cologne qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. En revenant dans son bureau d'angle, il y avait un message texte d'un numéro inconnu. Vérifiez le placard à fourniture de la salle de bain exécutive. Pinto. Une pièce jointe. Une photo de Victoria entrant dans l'immeuble du bureau de son beau-père à 5 heures du matin. Mais Reginald était à une conférence à Denver, à 15 heures précises. Desmond se retrouva figé devant la porte du placard à fourniture. Les sons venant de l'intérieur confirmaient ses pires soupçons. Il sortit discrètement son téléphone, enregistra 30 secondes d'audio sans équivoque, puis retourna silencieusement dans son bureau et consulta les flux des caméras de sécurité de l'entreprise. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Victoria n'avait pas une liaison avec n'importe qui. Elle était impliquée avec Preston Wright, le protégé de Reginald et le concurrent direct de Desmond pour le poste de PDG à venir. Les images montraient leur rencontre secrète depuis des semaines, toujours dans le bureau de Reginald, toujours lorsque Desmond était censé être en réunion ou en visite sur site. ATC de 45. Le téléphone de bureau de Desmond s'alluma avec une convocation au bureau de Reginald. Lorsqu'il arriva, son beau-père était rouge de colère, Preston se tenant à côté de lui avec un air satisfait. « Tu pensais que je ne le découvrirais pas ?» Gracia Reginald, jetant une dossier sur son bureau en acajou. À l'intérieur se trouvaient des photos truquées, montrant Desmond avec une autre femme, et des registres financiers falsifiés, suggérant qu'il détournait des fonds de l'entreprise. « Ce sont des faux », dit Desmond calmement. Trop calmement. Le visage de Reginald se tordit de rage alors qu'il se levait, frappant des mains sur le bureau. « Ma fille t'a vu de ses propres yeux. Tu as volé mon entreprise tout en trompant ma Victoria. » Desmond commença à parler, mais Reginald l'interrompit. « Tu es une ordure, Biret, rugit-il, des postillons jaillissant de ses lèvres. Preston prendra ton poste immédiatement. Vide ton bureau ce soir. » Le trajet jusqu'à la maison fut flou. L'esprit de Desmond passa en revue les options, les calculs et les scénarios. Il avait besoin de preuves, des thèmes et des ressources. Tout cela venait de lui être retiré. En s'arrêtant dans l'allée de leur manoir de banlieue, la décapotable rouge de Victoria était garée à côté d'une berline noire inconnue. Desmond entra discrètement par le garage, entendant le rire de Victoria résonner depuis la cuisine, un son qu'il n'avait pas entendu diriger vers lui depuis des mois. Victoria était appuyée contre l'îlot de marbre, une flûte de champagne à la main. Tandis que Preston versait une bouteille de Dom Pérignon, ils se figèrent tous les deux lorsqu'ils remarquèrent Desmond. « Eh bien, c'était plus rapide que prévu, dit Victoria, posant son verre. Je pensais que papa prolongerait davantage. » Preston ricana. Certains hommes ne supportent tout simplement pas d'être confrontés à leurs échecs. Victoria disparut dans le bureau à domicile, revenant avec une épaisse enveloppe. Ses talons de designer claquaient Sharply contre le parquet alors qu'elle s'approchait de Desmond. « J'étais au courant pour ta pathétique petite secrétaire depuis des mois.
Maintint-elle avec essence. Pensais-tu vraiment que je ne te ferais pas suivre? Que je ne protégerais pas ce qui est à moi? Elle lui fourra l'enveloppe dans la poitrine. Les papiers de divorce? Signe-les maintenant, et je te laisserai prendre tes vêtements. Desmond ouvrit l'enveloppe, parcourant les documents qui avaient clairement été préparés des semaines plus tôt. Victoria avait tout revendiqué. La maison, les voitures, même ses économies personnelles. L'accord prénuptial comportait une clause de moralité qu'elle activait avec les preuves fabriquées. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, dit Desmond doucement. Victoria rit, un sang-froid écassant. Je l'ai déjà fait. Mon père a construit cette entreprise. Mon père t'a construit. Sans lui, tu n'es rien d'autre que l'enfant de foyer sans nom que tu as toujours été. Elle fouilla dans son sac, en sortit un centime et le lança à ses pieds. Pour les bousses, dit-elle avec un sourire cruel. Tu en auras besoin. Loser. Maintenant. Sors de ma maison avant que j'appelle la police, alors que la sécurité l'escortait hors de la propriété. Desmond ramassa les centimes que Victoria lui avait jetés. Il les glissa dans sa poche, un petit rappel cuivré du jour où sa vie s'était effondrée, et du jour où sa véritable éducation avait commencé. Pendant 7 jours, Desmond vécut dans une chambre de motel bon marché, survivant avec de la nourriture de distributeur automatique et planifiant son prochain coup. Ses comptes bancaires avaient été gelés, ses cartes de crédit annulées, et sa réputation dans l'industrie systématiquement détruite par les rumeurs que Reginald avait répandues dans leur cercle professionnel. Le 8e jour, alors qu'il comptait son argent restant, son téléphone prépayé sonna avec un appel d'un numéro inconnu. Monsieur Mercer, demanda une voix inconnue. Ici, Tobias Winters, avocat chez Winters, Goldman et Associés. J'essaie de vous joindre depuis plusieurs jours. Il s'agit de votre oncle, Solomon Blackwell. Je n'ai pas d'oncle, répondit Desmond, confus. Selon nos dossiers, vous en avez un, ou plutôt vous en aviez un. Votre oncle est décédé il y a 3 semaines, et vous êtes nommé comme seul bénéficiaire dans son testament. Nous avons besoin que vous veniez à nos bureaux dès que possible. Le cabinet d'avocats occupait tout l'étage supérieur d'un gratte-ciel scintillant au centre-ville. Desmond se sentait douloureusement déplacé dans sa chemise froissée et son jean usé, alors que la réceptionniste le conduisait dans une salle de conférence où 3 avocats et une femme aux cheveux argentés attendaient. « Monsieur Mercer », dit Tobias, lui tendant la main. « Merci d'être venu. Voici Mère Abigail Blackwell, l'assistante personnelle de votre oncle pendant les 30 dernières années. » Les yeux d'Abigail étaient rougis. « Il parlait souvent de vous, » dit-elle doucement. « Il conservait chaque article de journal sur vos réalisations. Je ne l'ai jamais rencontré, » admit Desmond. « Il respectait les souhaits de votre mère, » expliqua Abigail. « Elle a coupé les ponts avec la famille quand elle a épousé votre père. Solomon voulait vous contacter après sa mort, mais vous étiez alors dans le système de foyer d'accueil. Il estimait qu'il serait cruel de surgir soudainement dans votre vie pour vous abandonner à nouveau. Alors il vous a observé de loin, a créé un fonds pour votre éducation, a fait des dons anonymes à vos foyers d'accueil. » Tobias s'éclaircit la gorge. Monsieur Blackwell a bâti sa fortune dans le développement immobilier et les investissements privés. Le décompte complet est complexe, mais la succession est évaluée à environ 500 millions de dollars. En tant que seul héritier, tout vous revient. Les propriétés, le portefeuille d'investissement, la collection d'art et Blackwell Enterprises. Un dossier fut poussé sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre adressée à Desmond, datée de quelques semaines auparavant. Desmond, lorsque vous lirez ceci, je serai parti. Cancer. Rien à y faire. Je vous ai observé grandir de loin, fier de l'homme que vous êtes devenu malgré les épreuves auxquelles vous avez fait face. Votre résilience me rappelle votre mère. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Laisser votre mère partir fut la pire. J'ai passé des unofficial copies of this book are available for free at http://www.gutenberg. Orgbooks. Il y a juste un conseil que je vais vous offrir. En affaires et dans la vie, la patience est l'arme la plus mortelle. Utilisez-la judicieusement. Votre oncle, Solomon. Il y a une chose de plus, dit Abigail, faisant glisser un petit sac en velours sur la table. À l'intérieur se trouvait une montre de poche antique. Son boîtier gravait des mots. Le temps révèle toutes les vérités. Ce soir-là, le visage de Desmond apparut aux informations du soir.
Un ingénieur local hérite d'une fortune d'un demi-milliard de dollars. Proclama le titre, accompagné d'une photo de lui quittant le cabinet d'avocat. En quelques heures, son téléphone vibrait constamment. Anciens collègues, connaissances éloignées. Et finalement, Victoria. Ses appels restèrent sans réponse, tout comme ceux de Reginald et de Preston. Au matin, il avait 112 appels manqués et des dizaines de messages vocaux, ayant des conciliants à désespérer. Le dernier message de Victoria était simple. « Desmond, s'il te plaît, il y a eu un terrible malentendu. Rappelle-moi. » Desmond sourit en supprimant le message, puis glissa la montre antique dans sa poche, à côté du centime de Victoria. Son oncle avait raison. La patience était en effet une arme mortelle, et Desmond venait d'être armé de tout le temps et des ressources dont il avait besoin. 6 mois passèrent. Desmond disparut de la voix du public, des rumeurs circulant sur son sort, alors que les procédures de divorce de Victoria s'enlisaient devant les tribunaux. Sa nouvelle équipe juridique avait déposé des contre-plaintes et des motions qui maintiendraient l'affaire bloquée pendant des années. Pendant ce temps, Desmond exécuta méthodiquement la première phase de son plan. Utilisant des sociétés écrans et des mandataires, il commença à acquérir la dette de Phoenix Construction, devenant le principal créancier de l'entreprise à l'insu de Reginald. Simultanément, il identifia la faiblesse de Preston, une dépendance au jeu soigneusement cachée derrière une façade de voyage d'affaires et de réunions avec des clients. La faiblesse de Victoria était encore plus simple, son désespoir de maintenir son statut social et son style de vie. Avec Reginald refusant d'augmenter son allocation pendant les procédures de divorce et ses propres habitudes de dépenses inchangées. Elle avait commencé à vendre discrètement des héritages familiaux et à emprunter à des prêteurs prédateurs. Abigail se révéla une alliée inattendue. Ses décennies d'expérience et ses connexions dans l'industrie, ouvrant des portes que même la nouvelle richesse de Desmond ne pouvait pas. Ensemble, ils orchestrèrent une série de mouvements stratégiques conçus pour appliquer une pression de tous côtés. Tout d'abord, il y eut la dénonciation anonyme à l'IRS concernant les comptes offshore de Reginald, comptes que Desmond avait découverts grâce à une investigation minutieuse des registres de l'entreprise qu'il avait secrètement sauvegardés avant son licenciement. L'audit qui en résulta gela les principaux comptes d'exploitation de Phoenix Construction. Ensuite, Desmond s'arrangea pour que plusieurs des plus gros clients de Phoenix subissent des retards mystérieux et des problèmes de permis sur des projets majeurs. Problèmes qui disparaissaient lorsqu'ils transféraient discrètement leurs contrats à la nouvelle division de construction de Blackwell Enterprises. Alors que Phoenix Construction commençait à vaciller sous la pression financière, Preston devenait de plus en plus désespéré pour couvrir ses dettes de jeu, lorsqu'un bienfaiteur mystérieux proposa d'effacer sa dette de 2 millions de dollars en échange de preuves du complot contre Desmond. Preston n'hésita pas à remettre des messages textes, des courriels et des conversations enregistrées avec Victoria et Reginald. Le piège était presque prêt. Sous le couvert d'un potentiel sauvetage pour Phoenix Construction, Desmond organisa une réunion. Au siège de Blackwell Enterprises, Reginald, maintenant visiblement vieilli par des mois de stress, arriva avec Victoria et Preston à sa suite. Ils furent escortés dans une salle de conférence où Desmond attendait. Assis à la tête de la table, la montre de poche de Solomon posée devant lui. « Merci d'être venu, » dit-il calmement, sans se lever pour les saluer. « Asseyez-vous. Je vous prie. » Victoria tenta un sourire chaleureux. « Desmond, tu as l'air merveilleux. J'étais tellement inquiète. Épargne-moi. » Coupa Desmond. Cette réunion n'est pas pour une réconciliation. Il s'agit de conséquences. Il appuya sur un bouton, et les écrans de la pièce s'illuminèrent d'images. Victoria et Preston ensemble. Reginald. Des registres d'entreprises truqués. Tous les trois planifiant la chute de Desmond. « Commentas-tu » commença Preston. Mais Desmond le fit taire d'un geste de la main. « Je suis maintenant le principal créancier de Phoenix Construction. » Expliqua Desmond. « Votre entreprise a fait défaut sur des prêts totalisant 28 millions de dollars. Je peux exiger le remboursement immédiat de ces prêts, vous forçant à la faillite. » Le visage de Reginald pâlit. « Que veux-tu? Détoy. Rien. Phoenix Construction est déjà à moi. Le conseil a voté ce matin. Je suis le nouveau PDG, avec effet immédiat. » Reginald se précipita à travers la table, mais des gardes de sécurité apparurent instantanément.
le retenant. Quant à toi, Preston, continua Desmond. Tes dettes de jeu m'appartiennent maintenant, et je les réclame aujourd'hui. Preston s'effondra dans son siège, Bainku. Desmond se tourna enfin vers Victoria. Et toi, Victoria? Tu m'as jeté un centime en disant que c'était pour le bus. Il fit glisser un quart de dollar sur la table. Ça devrait couvrir l'inflation. Tu en auras besoin, car ton contrat prénuptial devient nul en cas d'adultère ou de complot prouvé. Tu ne peux pas faire ça, murmura Victoria. C'est déjà fait, répondit Desmond. Les preuves ont été fournies au tribunal de divorce, au FBI et à l'IRS. Reginald fait face à des accusations d'évasion fiscale. Preston fait face à des accusations de fraude. Et toi, tu fais face à des accusations de complot et de dépôt de faux rapports de police. Il s'éleva. Enfila sa veste de costume. Vous pensiez tous que je n'étais rien sans vous. Vous êtes sur le point de découvrir ce que vous êtes sans moi. Alors qu'ils étaient escortés hors du bâtiment, Desmond leur cria après. Oh! Et Victoria. Ce centime que tu m'as jeté, je l'ai fait transformer en épingle de cravate. Il toucha l'accent cuivré scintillant sur sa cravate en soie. Un rappel quotidien que les plus petites choses peuvent avoir la plus grande valeur. Comme la dignité, l'honnêteté et la justice. Abigail apparut à ses côtés, alors qu'il regardait les 3 anciens conspirateurs être conduits à des voitures de police séparées qui attendaient dehors. « Votre oncle serait fier, dit-elle. Bien que peut-être préoccupé par la cruauté, Desmond observa alors que Victoria jetait un dernier regard sur le bâtiment, ses yeux croisant les siens à travers la vitre. « Mon oncle, il avait raison concernant la patience, répondit-il, se détournant de la fenêtre. Mais il a oublié de mentionner son partenaire parfait. Qui est-ce? Demanda Abigail. Desmond caressa l'épingle de cravate en centime, un petit sourire jouant sur ses lèvres. La précision. 3 mois plus tard, Desmond se tenait devant le siège réhabilité de Phoenix Construction, désormais le fleuron de l'empire en expansion de Blackwell Enterprises. L'entreprise avait été restructurée, avec Abigail servant de directrice des opérations et plusieurs anciens collègues de Desmond, ceux qui étaient restés loyaux, revenus à des postes de direction. Reginald avait accepté un accord de plaidoyer, purgeant une peine pour évasion fiscale tout en cédant la plupart de ses actifs personnels. Preston avait fui le pays, pour être appréhendé à la frontière canadienne avec une fausse identité. Et Victoria, sa réputation et ses finances en ruine, avaient été réduites à vendre son histoire à des tabloïds, bien que peu croyaient sa version des événements. Alors que Desmond entrait dans le bâtiment, les employés hochaient respectueusement la tête. Le hall présentait désormais un centime agrandi, coulé en bronze, avec une simple inscription en dessous. Le prix de la trahison n'est jamais celui auquel on s'attend. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Cela m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran, et je vous y retrouverai.